Il semble que les scientifiques aient découvert un objet étrange dans l'espace, et ils ne savent pas exactement s'il s'agit d'une étoile ou d'une planète. Ce que nous savons, c'est qu'il est situé à 1400 années-lumière de nous, ce qui nous amène à nous interroger sur ce que nous pensions savoir de l'univers. Permettez-moi d'expliquer le dilemme. Nous pouvons déterminer si un objet est une étoile ou une planète en fonction de sa masse ou de la quantité de matière qu'il contient. Les étoiles ont une masse importante, ce qui leur confère une forte gravité qui les comprime fortement. Cette compression crée des températures élevées à l'intérieur, et par conséquent, elles brillent de mille feux. Les planètes ont une masse moins importante et leur gravité est donc plus faible. Elles ne subissent pas la même compression et n'ont donc pas les températures élevées des étoiles. Si les planètes brillent, c'est parce qu'elles reflètent la lumière de leur étoile, comme notre belle Terre le fait avec notre Soleil. Eh bien, cette étrangeté se situe entre les deux. Nous considérons qu'il s'agit d'une naine brune, soit un type particulier de proto-étoile gazeuse de grande taille. Les naines brunes ressemblent généralement à Jupiter en termes d'atmosphère, mais elles sont beaucoup plus grandes, avec un diamètre de 13 à 80 fois supérieur. Si une naine brune possède une masse plus de 80 fois supérieure à celle de Jupiter, alors elle peut commencer à brûler de l'hydrogène, comme le fait toute étoile. C'est comme ça que brillent les astres du ciel. Mais normalement, les naines brunes ne sont pas aussi chaudes que les étoiles. Leur incapacité à brûler de l'hydrogène leur a même valu le surnom d'étoiles ratées. Elles brûlent à environ 2200 degrés Celsius, ce qui est plus froid que la plupart des étoiles. Mais cet objet défie la norme. Sa température atteint la barre incroyable des 7700 degrés Celsius. Mettons cela en perspective. Le jour le plus chaud de l'histoire a été enregistré dans la vallée de la mort, en Californie, il y a plus de 100 ans, avec une température de 57 degrés Celsius. Les gens de l'époque ont dû avoir l'impression de fondre avec tout ce qui les entourait. Imaginez maintenant que vous vous rapprochiez du Soleil, comme si vous voyagiez vers Vénus. Vénus peut atteindre la température insensée de 460 degrés Celsius. Mais il n'y a pas que la distance qui compte. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais elle est plus froide que Vénus. Si Vénus est si chaude, c'est à cause de l'effet de serre. Saviez-vous qu'il y a très longtemps, Vénus aurait pu être un endroit où il faisait bon vivre, ou du moins, elle aurait pu abriter des formes de vie. Mais à un moment donné, elle a commencé à piéger du dioxyde de carbone, et elle a fini par créer un épais brouillard qui ne laisse pas la chaleur échapper. C'est pourquoi il est si difficile de l'explorer. La sonde qui a réussi à passer le plus de temps sur Vénus n'a tenu que 2 heures. C'est quand même plus long que ce que je peux faire au travail. Après, je fonds. Alors oui, vous arrivez au Soleil. Sa surface brûle à la température incroyable de 5500 degrés. Et ce qui est fascinant, c'est que cette étrange étoile brune dont nous parlions est plus chaude encore que ça. Certes, elle n'est pas plus chaude que le cœur du Soleil, dont la température peut atteindre 15 millions de degrés Celsius, mais il est tout de même très impressionnant et inhabituel qu'une naine brune soit aussi chaude. C'est du moins ce que tout le monde pensait, jusqu'à ce que l'on se rende compte de la raison de ce phénomène. La naine brune est remarquablement proche d'une autre étoile, qui, elle, entre dans la catégorie des naines blanches. Elles sont si proches l'une de l'autre que notre mystérieuse brunette effectue une orbite autour de sa blanche amie en seulement 2 ou 3 heures. Comme nous serions vieux là-bas. Comme elles sont très proches, elles sont en état de verrouillage gravitationnel, comme la Lune et la Terre. Cela signifie que cette naine brune présente toujours une seule de ses faces à sa naine blanche. L'autre face est toujours dans l'obscurité. Pour cette raison, notre naine brune n'est surchauffée que d'un seul côté. C'est donc cette face éclairée qui nous a déroutés, alors que la température de sa face nocturne correspond à ce que l'on attend d'une naine brune. Mais ces conditions extrêmes ne dureront pas longtemps. Une température aussi élevée fait que les molécules de son atmosphère se désagrègent en atomes individuels, et au fur et à mesure que ces molécules se fragmentent, notre naine brune disparaît lentement. Si vous pensez que cette naine brune est chaude, que direz-vous alors d'Eta Carinae ? Il s'agit d'une étoile située à environ 7500 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Carène. Elle appartient à une catégorie d'étoiles que l'on appelle les variables lumineuses bleues.
Un astronome l'a remarqué pour la première fois au XVIIe siècle, mais à l'époque, ce n'était qu'une étoile ordinaire de luminosité moyenne. Près de 200 ans plus tard, un autre astronome est tombé dessus. Mais cette fois, il s'agissait d'une étoile très brillante, l'une des plus brillantes du ciel. Quelques années après ça, elle a atteint son plus haut niveau de luminosité lors d'un événement majeur appelé la Grande Éruption. À ce moment, l'étoile était facilement visible dans notre ciel nocturne. Elle libérait une surprenante quantité de lumière, aussi importante que celle émise lors de l'explosion d'une supernova. Et elle est restée ainsi pendant quelques années, ce qui n'est pas le cas des étoiles qui explosent. Lorsque la fête a atteint son apogée, elle a décidé qu'il était temps de tirer sa révérence. Mais elle hésite encore un peu, ce qui signifie qu'elle est toujours en vie, mais qu'elle est moins lumineuse qu'avant. Il existe également une nébuleuse autour d'Eta Carinae. Il s'agit d'une coquille de gaz et de poussière qui s'est formée lors de la grande éruption. Elle a même bloqué une partie de la lumière de l'étoile. Eta Carinae est un système stellaire binaire. Autrement dit, deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre. L'une d'entre elles a une température d'environ 14 700 degrés, l'autre de 34 650. L'étoile principale du système Eta Carinae, la plus massive des deux, est 100 fois plus lourde que notre Soleil. En raison de sa masse énorme, les scientifiques prédisent que cette étoile pourrait exploser lors d'un événement puissant connu sous le nom de supernova, mais pas avant plusieurs milliers d'années. Vous avez peut-être déjà deviné quel est ce phénomène le plus chaud de l'univers. Et oui, une supernova. C'est grâce à elle que l'on sait que la vie d'une étoile est terminée. Il s'agit des explosions les plus puissantes de l'espace. Elles se produisent lorsqu'une étoile entre 8 et 40 fois plus massive que notre Soleil s'effondre. Son cœur ne peut plus produire suffisamment d'énergie par le biais d'un processus appelé fusion, de sorte que l'étoile ne peut même plus supporter sa propre gravité. C'est donc une sorte d'épuisement stellaire. L'étoile ne peut plus faire face à une charge de travail si importante et son noyau lâche prise. Lors d'une supernova, les températures au cœur de l'étoile peuvent être 6000 fois plus élevées qu'au centre du Soleil. Il arrive aussi qu'un type particulier d'étoile, appelé naine blanche, redémarre soudainement sa fusion nucléaire et, boum, vous obtenez à nouveau une supernova. La supernova de Kepler s'est produite au début du XVIIe siècle et a été la dernière vraiment importante à être directement observée depuis la Terre. En moyenne, les supernovas dans notre galaxie se produisent 3 fois par siècle. Une supernova de moindre importance s'est produite en 1987, lorsqu'une supergéante bleue du nom de SN 1987A a explosé dans l'une des galaxies satellites de notre Voie lactée, le Grand Nuage de Magellan. Cette explosion a été si puissante qu'on a pu l'observer à l'œil nu, bien qu'elle se soit produite à une distance incroyable, à 168 000 années-lumière de notre planète. Quel sujet pour les beaux jours, n'est-ce pas ? Nous pouvons également parler de la chose la plus chaude jamais créée, fabriquée dans un endroit surprenant, la Suisse. Non, il ne s'agit pas d'un super chocolat chaud. Un groupe de scientifiques a créé une soupe subatomique appelée plasma de quarks et de gluons. Lors de cette expérience, la température est devenue 250 000 fois plus élevée que celle du cœur du Soleil. Le but était de recréer les conditions qui existaient peu après le Big Bang, lorsque l'univers était encore dans un état de chaos. Bien, allons encore plus loin. En théorie, les choses peuvent devenir encore plus chaudes. Avez-vous entendu parler de la température de Planck ? Il s'agit d'une température extrêmement élevée, avec des chiffres que nous ne pouvons même pas imaginer. Une supernova n'est un thé tiède comparé à cette folie. Et qui sait ce que fait la matière à ces températures ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes de retour dans votre confortable univers. Salut ! Fatigué de cette bonne vieille Terre ennuyeuse ? Tu veux savoir ce qu'il y a au-delà du ciel étoilé ? Tu n'es pas le seul. Cela fait des siècles que les gens se posent la même question. Heureusement, les scientifiques ont tout prévu. Ils ont découvert un grand nombre d'endroits étonnants situés à des années-lumière de notre planète bleue. Une année-lumière, c'est environ 9 trillions de kilomètres. Époustouflant, non ? Alors, monte, le vaisseau spatial de la connaissance s'apprête à décoller. Ton premier arrêt se situe à 2,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Il s'agit d'un quasar, l'un des objets les plus brillants de l'univers et le premier à avoir été découvert. Un quasar n'est pas une étoile, mais une galaxie lointaine. Cet objet extrêmement brillant tire son énergie d'un trou noir supermassif.
Un disque de matière tourbillonne autour du trou noir et crée une friction. C'est un peu comme lorsque tu as froid et que tu frottes tes mains l'une contre l'autre pour te réchauffer. La friction entre les paumes crée de la chaleur, ce qui procure une sensation de bien-être et de confort. La même chose se produit dans le quasar, mais la quantité de chaleur est plus importante, bien plus importante. J'espère que tu n'as pas oublié d'emporter de la crème solaire. La température au cœur de ce quasar peut atteindre 10 trillions de degrés Celsius. Cet objet brille 100 fois plus que toutes les étoiles de sa galaxie réunies. Il est temps de baisser un peu la température. Moins 272 degrés Celsius pour être précis. C'est la température d'une jeune nébuleuse planétaire appelée nébuleuse du Boomerang. Elle se trouve à 5000 années-lumière de la Terre. Le télescope spatial Hubble de la NASA a pris des images de cette formation en 1998. Elle est composée de gaz provenant d'une étoile en fin de vie. À l'intérieur de la nébuleuse, il y a plus de vent que dans la ville des vents. Les vents atteignent des vitesses de 500 000 km/h. Et c'est à eux que l'on doit les températures glaciales de la nébuleuse. Les chercheurs ont été impressionnés de découvrir que la température de la nébuleuse du Boomerang est à peine supérieure d'1 degré au zéro absolu. Le 0 Kelvin devrait être la température la plus froide possible. C'est le point où toute activité moléculaire et atomique s'arrête. Brrr. Cela donne envie d'augmenter le thermostat de son vaisseau spatial. Ensuite, tu vas te rendre dans un endroit que tu n'as pas forcément envie de visiter. Je suis désolé. Il s'agit du trou noir le plus massif. Ce géant est situé au cœur d'une grande galaxie à quelques 10,4 milliards d'années-lumière de notre planète. Sa masse est 66 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. De quoi faire rougir de honte le trou noir supermassif de notre galaxie. La masse de ce dernier n'est que 4,5 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Mais mieux vaut ne pas s'en approcher, car les trous noirs se nourrissent de matière. En calculant la quantité de matière qu'ils consomment, les scientifiques peuvent déterminer leur taux d'expansion. Et ces trous noirs ont un sacré appétit. Les astronomes pensent que des trous noirs supermassifs se cachent quelque part dans l'univers. S'ils existent vraiment, leur masse est estimée à plus de 100 milliards de fois celle du Soleil. Il est temps de manger quelque chose de léger. Le vaisseau spatial entre dans le système Kepler 51. Ce système abrite les planètes les plus légères de notre univers, appelées superpuffs. Ce terme évoque quelque chose de léger, et c'est effectivement le cas. La masse de ces planètes est égale ou légèrement supérieure à celle de la Terre, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont petites. Imagine-les comme des barbes à papa géantes de la taille de Jupiter. Il s'agit de planètes nouvellement nées dont l'atmosphère est encore en train de se refroidir. Il est cependant préférable d'attendre la fin de ce processus, car 260 degrés Celsius, c'est trop chaud à gérer. Mais pour les experts, les superpuffs sont spéciales. Ces planètes sont incroyablement rares, puisque les chercheurs ont réussi à en découvrir moins de 20 à ce jour. Es-tu prêt pour une course? Supposons que le vaisseau sur lequel tu te trouves voyage à une vitesse de 40 000 km/h. C'est le record de la vitesse la plus élevée de l'histoire de l'humanité. Il a été établi par le trio d'astronautes de la NASA lors de la mission Apollo 10 en 1969. Et non, je ne parle pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ceux-ci ont participé à la mission Apollo 11 plus tard dans l'année. Aujourd'hui, tu vas te mesurer à une étoile située à 18 000 années-lumière de la Terre. Ton plus grand avantage est qu'il s'agit d'une étoile à neutrons. Elle s'est formée lorsqu'une autre étoile massive s'est retrouvée à court de combustible nucléaire et n'a plus pu subvenir à ses besoins. Imagine une voiture roulant sur un réservoir vide. La victoire ne saurait être plus proche, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Lorsqu'une étoile massive estime que son temps est écoulé, elle rétrécit et se met à tourner. Les patineurs artistiques font de même pendant une pirouette. Ils replient leurs bras pour augmenter la rotation au maximum. Cette étoile à neutrons est la championne de l'univers. Elle tourne à une vitesse de 250 millions de kilomètres à l'heure. Cela représente environ 24% de la vitesse de la lumière. Waouh! Tu es à court d'énergie en ce moment? Il est temps de se recharger avec un sursaut gamma. Les rayons gamma sont des ondes électromagnétiques générées par diverses formes de rayonnement. Ces sursauts étaient pratiquement inconnus de la science jusqu'à la fin des années 1960. Des satellites équipés de détecteurs de rayons gamma ont accidentellement enregistré d'énormes bouffées de rayonnement en dehors de notre système solaire. De quoi s'agit-il? Rien de sombre, assurément, puisque ce sont les formes les plus énergétiques de la lumière. Les scientifiques pensent que les sursauts gamma se produisent lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision et forment un trou noir.
L'autre explication est que ce sont les étapes finales de la vie d'une supernova. Cet événement se produit lorsqu'une étoile décide de s'éteindre avec fracas. Les sursauts gamma sont plus brillants qu'un diamant. Ils sont 1 million de billions de fois plus brillants que le Soleil. C'est une véritable explosion d'énergie. Ton humeur s'est un peu détendue. Tu veux visiter un endroit qui a de l'attrait. Non, je ne parle pas d'une station balnéaire, mais d'un magnétar. Il s'agit d'une étoile à neutrons un peu particulière. Les magnétars ont un champ magnétique 1000 milliards de fois plus puissant que celui de notre planète. Mais ne te laisse pas séduire par cet attrait. Disons simplement que tu ne vivras pas assez longtemps pour le raconter si tu t'approches de l'une d'entre elles. En 2004, une éruption provenant de la surface d'un magnétar a réussi à comprimer le champ magnétique terrestre à une distance de 50 000 années-lumière. Impressionnant pour une étoile de la taille d'une ville. Cela donne envie de faire équipe avec cet aimant surdimensionné pour commettre le plus grand hold-up qui soit. Un magnétar a la capacité de voler toutes les cartes de crédit de la planète Terre à une distance égale à celle de la Lune. Heureusement pour les humains, la NASA n'a découvert que 31 de ces étoiles à ce jour. Tu as à peine échappé à l'attraction d'un magnétar. Soudain, tu ressens une force étrange qui t'éloigne de ton point d'attache. Il s'agit du grand attracteur, l'un des plus grands mystères de l'univers. Cette irrégularité gravitationnelle massive nous attire de plus en plus près d'elle depuis des milliards d'années. Les scientifiques estiment que le grand attracteur est situé au centre du superamas Laniakea. Ce nom signifie « ciel incommensurable » en hawaïen. Il représente un gigantesque ensemble de planètes, d'étoiles et d'astéroïdes. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une tache dans cet énorme superamas. Selon la théorie du Big Bang, pas la sitcom mais la vraie théorie, l'univers s'est développé dans toutes les directions. Mais le mystérieux grand attracteur ralentit les choses. De quelle manière exactement? Les chercheurs n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question. Le bon côté des choses, c'est qu'ils savent bien nommer ces phénomènes. La fin de l'univers s'appellerait le Big Crunch, à supposer qu'il y ait encore quelqu'un pour l'appeler ainsi. Ton voyage s'achève lui aussi aux confins de l'univers. La galaxie la plus éloignée de la Terre est également la plus ancienne. Les galaxies qui se sont formées en premier après le Big Bang sont celles qui ont dérivé le plus loin. Ainsi, chaque fois que les télescopes de pointe détectent un point très très éloigné, ils donnent aux scientifiques une image des origines de l'univers. Tu penses peut-être que la Terre est massive, mais le Soleil représente près de 99,9% de la masse de tout le système solaire. Le reste de cette masse est constitué par les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, le gaz et la poussière. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, mais il nous tient chaud tous les jours. Sa température est d'environ 5500 degrés Celsius, mais l'espace qui l'entoure est toujours froid comme la glace. Pour comprendre cela, il faut faire la distinction entre la chaleur et la température. La chaleur est l'énergie qui se trouve à l'intérieur d'un objet. La température est ce qui nous indique si cet objet est chaud ou froid. Lorsque la chaleur est transférée depuis cet objet, la température augmente. Lorsque l'objet perd de la chaleur, sa température diminue. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes. Le Soleil le fait par rayonnement, cela signifie qu'il dégage de la chaleur sous forme de lumière. Ton corps dégage aussi de la chaleur, sous forme d'ondes infrarouges. C'est pourquoi les caméras thermiques peuvent détecter ta présence dans une pièce, même la nuit. Plus l'objet est chaud, plus il dégage de chaleur. La température n'affecte que la matière. Puisque l'espace est principalement du vide, il ne contient pas assez de particules pour que la chaleur puisse être transférée autrement que par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil arrive sur un objet, les atomes commencent à absorber de l'énergie. Mais la chaleur ne peut pas être transférée car il n'y a pas de matière dans l'espace. Ces rares atomes et molécules se trouvant dans l'espace absorberont la chaleur. Et ils resteront simplement ainsi, tandis que le vide froid restera froid. Il y a beaucoup de matière dans l'atmosphère de la Terre, donc l'énergie du Soleil peut s'y transférer facilement. Mais si tu mets un objet hors de l'atmosphère terrestre en plein Soleil, il finira par être chauffé à 121 degrés Celsius, car c'est une matière composée d'atomes et de molécules. La température du vide est de moins 270 degrés Celsius. Cela signifie que selon l'endroit où tu te trouves, l'espace peut soit te brûler, soit te geler. Le Soleil n'est pas vraiment jaune, il émet de la lumière sur une large gamme de longueurs d'onde. Nous pouvons déterminer sa température et sa couleur par le pic de son spectre.
Par exemple, les étoiles plus froides seront rouges et les étoiles plus chaudes seront bleues. Entre les deux, des étoiles jaunes, oranges et blanches. En ce qui concerne le Soleil, le spectre culmine à une longueur d'onde que nous définissons généralement comme verte. Mais notre œil l'aperçoit différemment. Ainsi, cette nuance de vert, combinée à d'autres longueurs d'onde du spectre, va paraître blanche à l'œil humain. Nous percevons généralement le Soleil comme étant jaune, car notre atmosphère diffuse la lumière bleue plus efficacement que la rouge. Pendant le lever et le coucher du Soleil, il y a plus de lumière rouge dans le spectre du Soleil, ce qui nous donne des couleurs chatoyantes. Les taches solaires sont des parties de la surface visible du Soleil qui sont en moyenne beaucoup plus froides que le Soleil lui-même. Elles se superposent à des parties qui ont un champ magnétique accru. Ces parties ne permettent pas la libération de la chaleur vers la surface visible du Soleil. Ainsi, le reste de la surface du Soleil est 3 fois plus lumineux que ces taches solaires. Ce contraste les fait paraître presque noirs. Si nous pouvions séparer une tache solaire du Soleil et la placer quelque part dans le ciel nocturne, elle serait différente, aussi brillante que la Lune lorsque nous la voyons depuis la Terre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent dans la même direction, car elles se sont formées à partir d'un seul nuage protoplanétaire, à l'exception d'Uranus et de Vénus. Elles ont probablement subi un fort impact qui les a fait tourner dans la direction opposée. Mais c'est différent avec les galaxies. Elles ne se forment généralement pas à partir du même nuage de poussière et de particules. De plus, elles ne sont pas réparties au hasard dans l'espace. Elles se présentent sous forme de filaments, des brins denses et fins de matière noire et de galaxies, avec des vides entre eux. Les protogalaxies sont reliées par des forces gravitationnelles dans de petites zones de l'espace. Cela est probablement dû à la répartition de la matière noire dans l'univers. La matière dans les filaments se déplace en tire-bouchon et va vers la zone la plus dense. Il pourrait donc y avoir une direction commune dans laquelle les galaxies ont tendance à tourner, mais elle est principalement aléatoire. Il est possible que nous mettions un jour au point un ascenseur lunaire. Oui, un câble ancré à la surface de la Lune. Il s'étendrait sur 400 000 km. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète, car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le garder haut dans l'orbite de notre planète. Certains chercheurs pensent que nous pourrions construire un tel ascenseur pour quelques milliards de dollars. La Lune possède des ressources que nous pourrions certainement utiliser. Une forme rare d'hélium trouvée là-bas pourrait être utile dans les centrales à fusion de notre planète. Nous pourrions aussi prendre d'autres éléments rares et les utiliser dans les smartphones et le reste de l'électronique. Ainsi, après environ 53 montées et descentes, l'ascenseur pourrait être amorti. Le câble serait aussi épais qu'un crayon, mais son poids serait d'environ 40 tonnes. Il pourrait même être fabriqué à partir du matériau que nous avons déjà sur Terre, sans avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Il pourrait même s'agir d'une combinaison de 2 ascenseurs. Un vaisseau spatial treuillerait un ascenseur depuis la surface de notre planète jusqu'à une station spatiale. Puis, il serait projeté vers la Lune. Il y aurait un autre ascenseur pour finalement le faire descendre à la surface de la Lune. Les planètes de notre système solaire ont des orbites prévisibles et stables, mais des collisions de géantes gazeuses ont pu se produire à un stade précoce lorsque le système planétaire était encore en formation. En cas de collision frontale, 2 géantes gazeuses fusionneraient. Elles ne finiraient pas par perdre leur masse, les matériaux de leurs enveloppes gazeuses ou ceux de leur noyau solide. Une telle collision à une vitesse plus élevée entraînerait la perte de la majeure partie du gaz de l'enveloppe. Et à très haute vitesse, boum, les 2 planètes disparaîtraient. Ce serait différent si la collision n'était pas frontale. Si les 2 noyaux parvenaient à s'éviter complètement, les géantes gazeuses ne fusionneraient pas, mais elles perdraient une partie de leur masse. Les géantes gazeuses pourraient même changer de forme à cause de telles collisions. Les astronomes ont découvert qu'il existait une galaxie extrêmement éloignée de nous qui ressemble à notre Voie lactée. Nous la voyons aujourd'hui telle qu'elle était lorsque l'univers n'avait que 1,4 milliard d'années. Or aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Il a donc fallu plus de 12 milliards d'années pour que la lumière provenant de cette galaxie lointaine atteigne notre planète. Cette galaxie est paisible, stable et étonnamment non chaotique, contrairement à toutes les autres galaxies qui étaient assez turbulentes à leur début. Pour quitter la Voie lactée, nous devrions voyager à environ 25 000 années-lumière du centre de la galaxie ou à 500 années-lumière verticalement. Notre galaxie est un disque d'étoiles qui s'étend sur environ 100 000 années-lumière et a une épaisseur de 1000 années-lumière. Le Soleil, son étoile centrale,
est situé à mi-chemin du centre de la galaxie et près du milieu du disque dans le sens vertical. En quittant la galaxie, il faudrait aller plus loin que son bord pour s'éloigner du halo qui entoure la Voie lactée, vieilles étoiles, gaz diffus et amas globulaires. Si tu voulais aller encore plus loin pour voir la Voie lactée dans son intégralité, il te faudrait parcourir 48 000 années-lumière verticalement. À l'heure actuelle, nous n'avons même pas de télescope que nous pourrions envoyer là-bas. Il existe des étoiles centrales qui avalent des planètes. Notre système solaire est stable, contrairement à de nombreux autres systèmes planétaires, donc nous n'avons pas à avoir peur que la Terre ou une autre planète change d'orbite et se dirige vers le Soleil. Mais au moins un quart des autres systèmes planétaires avec des étoiles en orbite similaire à notre Soleil ont un passé plutôt chaotique. Dans certains d'entre eux, des planètes se déplaçaient et leurs migrations imprévisibles peuvent avoir perturbé les trajectoires de certaines autres planètes ou même les avoir poussées hors de leur orbite. Cela signifie que certaines planètes sont probablement tombées dans l'étoile centrale. Lorsque cela se produit, la planète se dissout dans la couche externe de l'étoile, ce qui signifie qu'elle est avalée. Prêt à tester tes connaissances? Naturellement. Tu obtiendras 1 point pour chaque bonne réponse. N'attendons plus. Le soleil est jaune. Penses-tu que c'est un mythe? Si tu demandes à quelqu'un de te dessiner le soleil, il y a de fortes chances que tu obtiennes un cercle jaune ou orange dans le ciel. Mais surprise, le soleil n'est pas vraiment jaune. Si tu pouvais le voir depuis un point situé hors de l'atmosphère terrestre, il serait blanc. Comment cela se fait-il? Selon la NASA, c'est à cause de sa température que le soleil est blanc. Il est composé de toutes les couleurs mélangées. C'est donc ainsi qu'il devrait nous apparaître. Alors pourquoi le voyons-nous jaune ou orange depuis la Terre, d'après toi? Les longueurs d'onde jaunes et orange, qui sont plus longues que les autres, sont les seules qui nous parviennent de si loin. Les autres couleurs, à courte longueur d'onde, s'éparpillent dans l'atmosphère. Et c'est pour la même raison que le ciel nous apparaît bleu pendant la journée. Les météorites sont aussi brûlantes que le feu lorsqu'elles atterrissent sur Terre. Qu'en penses-tu, mythe ou réalité? Lorsque les gens voient une boule de feu autour d'une météorite, ils disent qu'elle est super chaude, mais c'est un mythe. Les météorites n'atterrissent pas immédiatement sur Terre. La plupart d'entre elles sont dans l'espace depuis des milliards d'années. Et l'espace est un environnement froid. Un froid de quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Mais les météorites ne tombent-elles pas sur Terre en brûlant? Comment cela se fait-il? Ce qui est en feu, c'est en réalité l'air qui se trouve devant la météorite. Il est comprimé par la vitesse super élevée de la météorite. Sa surface est donc effectivement en feu, mais cette couche superficielle s'éteint au moment de l'impact sur Terre. Comme tu l'auras probablement deviné, lorsqu'elles atterrissent, les météorites sont tout au plus tièdes, et non pas chaudes comme de la lave. L'une des faces de la Lune est constamment dans l'obscurité. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un fait réel? C'est un mythe. Non mais, d'abord le Soleil et maintenant la Lune? Vivons-nous donc tous dans le mensonge? Alors voilà, les gens regardent le ciel et ne voient que le côté éclairé de la Lune. Mais la réalité, c'est que le Soleil brille de manière égale sur tous les côtés de notre satellite qui tourne autour de la Terre. Une moitié de la Lune est dans l'ombre et l'autre moitié reçoit la lumière du Soleil. Ce n'est pas vrai. Tout comme sur notre planète, il n'y a pas de côté sombre permanent sur la Lune. La logique est simple, la Lune tourne autour de la Terre et elle tourne sur son propre axe et ce de manière synchrone. Voilà pourquoi on ne la voit toujours que d'un seul côté. Les trous noirs absorbent tout ce qui se présente à eux. Alors, mythe ou réalité? Les trous noirs n'ont pas une masse et une force gravitationnelle infinie. Mais malgré tout, personne ne sait vraiment avec certitude ce qui arrive aux objets qu'ils attirent. Les experts savent cependant que les trous noirs ne sont pas dotés d'une supergravité. Imaginons ceci. S'il y avait un trou noir à la place de notre Soleil, il n'absorberait pas forcément tout de suite notre planète. Représente-toi les trous noirs comme des aspirateurs. Il attire la poussière qui se trouve à proximité de leur rayon d'action. Mais la poussière hors de ce rayon n'est pas affectée. Donc même si un jour un trou noir venait à remplacer le Soleil, les planètes continueraient d'orbiter comme elles le font depuis des temps immémoriaux. Elles ne plongeraient pas forcément dans le trou noir. Mais si une étoile par exemple entrait dans le rayon d'action du trou noir, alors là oui, sa gravité aurait des conséquences. Lorsque tu appelles quelqu'un au téléphone, le signal est envoyé par un satellite. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Ou plutôt une légende urbaine, ou une idée fausse, comme tu préfères. Il existe bien sûr des téléphones satellites, mais nous, les gens ordinaires, ne les utilisons pas tous les jours.
Ton téléphone portable fonctionne de façon très différente. Lorsque tu appelles quelqu'un, l'antenne la plus proche te connecte à ton interlocuteur. Il y a tout un système de connexion entre les antennes. Le réseau est immense, ainsi que des câbles qui, eux, ne sont pas visibles. La Lune n'a pas d'apesanteur. Qu'en penses-tu? Mythe ou réalité? C'est une légende urbaine. Demande à n'importe quel astronaute. Si tu n'en connais pas, fais-moi confiance. Il existe des images prouvant que la Lune est dotée d'une pesanteur. Mais quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est comme sur Terre, où la pesanteur fait tomber des pommes sur la tête des savants. La pesanteur de la Lune correspond seulement à environ 1/6 de celle de la Terre. Quelle sensation cela fait-il de marcher sur la surface de la Lune? Le deuxième homme qui y a posé le pied, Buzz Aldrin, a dit que c'était comme se déplacer au ralenti et peut-être un peu comme sur un trampoline, mais sans les ressorts et l'instabilité. Le coucher de soleil sur Mars est bleu. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité? C'est un fait. De magnifiques couchers de soleil, le ciel rempli de différentes nuances de jaune. Imagine maintenant la même chose, mais en bleu. Selon la NASA, les couchers de soleil sur Mars seraient bleus, vus à l'œil nu. La raison de cela, c'est la poussière. Les particules de poussière qui sont plus proches du soleil apparaissent dans des tons bleus. Il existe un phénomène appelé tremblement de lune. Est-ce un mythe ou un fait, selon toi? C'est un fait. Des séismes surviennent aussi sur la Lune, et on appelle ça des tremblements de lune. Ils ont toutefois des caractéristiques différentes, pas vraiment similaires aux tremblements de terre que nous connaissons. Il existe une planète assez chaude pour faire s'évaporer les roches. Alors, une idée? Est-ce un mythe ou un fait? C'est un fait. La température dans cet univers peut effectivement atteindre des niveaux très élevés, et il existe une planète dont la température est suffisamment haute pour faire fondre et même s'évaporer les roches. Elle est 2 fois plus grande que la Terre. Cette super-Terre est similaire à notre planète, mais elle est beaucoup trop chaude. Les experts pensent qu'elle possède peut-être des océans de lave, ainsi que des nuages, d'où tombe une pluie de roches fondues. 1 million de terres pourraient tenir à l'intérieur du Soleil. Penses-tu qu'il s'agit d'un mythe ou d'un fait? C'est un fait. Le Soleil est une étoile parmi plus de 100 milliards dans la Voie lactée. Et en effet, elle pourrait contenir 1 million de terres. Eh oui, il a l'air plutôt petit quand on le voit d'ici, mais c'est seulement parce qu'il est très loin de nous. Toutes les comètes ont une queue, mythe ou réalité? C'est vrai, certaines queues de comètes ne sont tout simplement pas visibles. Elles ont l'air d'une boule de neige que quelqu'un aurait jetée dans l'espace. L'espace est complètement silencieux. Qu'en dis-tu? Chut, je sais que c'était trop facile. Il s'agit bien d'une réalité. L'espace n'a pas d'atmosphère. Il est donc impossible d'y entendre le moindre son. Mercure est la planète la plus chaude. Mythe ou réalité? Mercure est la planète la plus proche du Soleil, alors cela doit être une réalité, non? Eh bien non, pas vraiment. Vénus, qui est la 2e planète en partant du Soleil, est la plus chaude de notre système solaire. La distance par rapport au Soleil n'est pas ce qui définit la température d'une planète. Sa chaleur dépend de l'atmosphère. Ainsi, l'atmosphère de Vénus se compose principalement de dioxyde de carbone et d'un peu d'azote. Cette combinaison rend l'atmosphère très épaisse. Quand je dis épaisse, je veux dire vraiment épaisse. Tout au long de l'année, la surface de Vénus reste à une température d'environ 460 degrés Celsius. À la surface de Mercure, c'est un peu comme dans un désert, mais les variations de température y sont beaucoup plus importantes. Mars possède une gravité plus faible que celle de la Terre. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Par exemple, une personne qui pèse environ 100 kg sur Terre ne pèserait qu'à peu près 38 kg sur Mars. Vénus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'en penses-tu? C'est un fait. Vénus tourne en sens inverse par rapport à de nombreuses planètes. Le Soleil s'y lève à l'ouest et sa rotation est très lente. Il faut par ailleurs 225 jours terrestres à Vénus pour compléter sa rotation autour du Soleil. La distance d'une planète par rapport au Soleil affecte sa durée de rotation. Vénus est très proche de notre astre et bien sûr il exerce une force d'attraction sur les autres planètes. Les empreintes de pas sur la Lune mettent des millions d'années à s'effacer. Penses-tu qu'il s'agit là d'une réalité ou d'un mythe? C'est une réalité. La Lune n'a pas d'atmosphère, il n'y a donc pas de vent. Et sans vent, comment les empreintes de pas pourraient-elles être effacées? Alors, combien de points as-tu obtenu? Dis-le moi dans les commentaires. L'univers n'est pas statique.
Il évolue en permanence et grandit dans toutes les directions. Il est en expansion et les scientifiques l'ont découvert il y a presque un siècle. Mais il ne le fait pas à un rythme stable. Plus le temps passe, plus l'univers s'étend rapidement. Et par conséquent, les étoiles, les planètes et les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, ce qui laisse plus d'espace entre elles. Mais alors, dans ce cas, l'univers est censé se refroidir à mesure qu'il s'étend, n'est-ce pas ? Car après tout, il était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud lorsque le Big Bang s'est produit. Et pendant son expansion, l'espace s'est refroidi, créant ainsi les conditions nécessaires à la formation de planètes, d'étoiles et d'autres objets spatiaux. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe actuellement, et les scientifiques ont été tout aussi surpris de le découvrir. Notre univers se réchauffe. Ils ont observé la température de gaz cosmiques éloignés de notre planète natale par rapport à de jeunes gaz plus proches de la Terre. Comme on mesure les distances spatiales en années-lumière, les régions plus éloignées sont comme une fenêtre sur le passé, tandis que les régions plus proches permettent une observation du temps présent. Bref, ils ont découvert que la température d'un certain gaz dans l'espace a augmenté plus de 10 fois au cours des 10 derniers milliards d'années, et la température du gaz cosmique répandu dans tout l'univers peut atteindre environ 2 millions de degrés Celsius. Waouh! À mesure que l'univers s'étend, la force gravitationnelle fait son œuvre et tire le gaz et la matière noire ensemble. Elle fait un travail assez titanesque puisqu'elle crée des galaxies et des amas de galaxies à partir de ces matières. Et ce processus est totalement chaotique. Tellement chaotique que de plus en plus de gaz se réchauffent pendant que tout cela se produit. L'espace était extrêmement chaud lorsqu'il venait de se former il y a 13,7 milliards d'années. Et s'il redevenait aussi chaud? Les scientifiques observent la situation. Ils ont découvert que les températures dans l'espace ont augmenté en mesurant les gaz cosmiques, en utilisant une méthode appelée décalage vers le rouge. Ils utilisent généralement cette méthode lorsqu'ils veulent voir à quelle distance se trouvent certains objets spatiaux. Ceux qui sont plus proches de nous ont des longueurs d'onde lumineuses plus courtes. Plus un objet est éloigné, plus ces longueurs d'onde lumineuses sont longues. Et on peut déterminer la température d'un certain objet à partir de sa lumière. En moyenne, l'espace est un endroit plutôt froid. La lueur résiduelle du Big Bang s'appelle CMB, qui est l'abréviation de Cosmic Microwave Background, fond diffus cosmologique en français. Il est si puissant et intense qu'il baigne l'univers entier dans la lumière. C'est la seule chose qui réchauffe significativement la matière. Mais il existe de nombreux mécanismes à plus petite échelle qui contribuent à réchauffer la matière dans l'univers. Et ils pourraient s'emballer si l'espace se réchauffe. Prenons les étoiles par exemple. Elles émettent un rayonnement qui affecte la poussière et le gaz à proximité. Elles rayonnent aussi dans l'infrarouge lointain. Lorsqu'une étoile est à son stade initial, le rayonnement qui en provient forme des structures protoplanétaires qui ressemblent à des disques. Ils se forment principalement dans un seul plan. Et une étoile centrale brillante produit un gaz avec des reflets bleus. Il s'est passé la même chose avec notre système planétaire. Une forte énergie et des forces gravitationnelles ont provoqué des collisions, de la poussière et du gaz dans un tourbillon incontrôlé qui a formé des planètes. C'est pourquoi la plupart des planètes de notre système solaire orbitent dans la même direction. C'est aussi la direction dans laquelle ce tourbillon géant tournait il y a longtemps. Étoiles actives, galaxies en collision, cataclysmes stellaires, trous noirs, étoiles à neutrons, l'univers a tellement de sources d'énergie. Et lorsqu'on entoure la matière normale de l'espace d'un environnement aussi énergique, elle se réchauffe considérablement. Lorsque tu chauffes quelque chose, de l'énergie en rayonne d'une certaine façon. Dans la plupart des cas, les galaxies n'ont que quelques zones où les étoiles se forment, dans des régions où le gaz s'effondre. Une bulle qui entoure cette zone contient de l'hydrogène ionisé. Les 3/4 de notre Soleil sont constitués d'hydrogène. Grâce à cet hydrogène, le Soleil nous tient chaud. Dans son noyau, l'hydrogène se transforme en hélium et provoque une fusion atomique. C'est comme ça que notre Soleil libère son énergie. Les radiations chauffent tout ce gaz à des millions de degrés. En même temps, il ionise un grand nombre d'atomes et de molécules, ce qui signifie qu'il les transforme en ions. Les atomes sont des particules neutres, tandis que les ions sont des particules chargées négativement ou positivement. Si l'univers se réchauffe, notre Soleil pourrait aussi se réchauffer. Si sa température atteignait 30 000 degrés Kelvin, il pourrait devenir suffisamment chaud pour ioniser tous les matériaux qu'il a précédemment éjectés. Et cela pourrait créer une véritable nébuleuse planétaire.
Il s'agirait d'une nébuleuse en forme d'anneau qui se forme généralement à cause d'un gaz en expansion qui entoure une étoile vieillissante. Comme la température ne cesse d'augmenter, l'hydrogène s'ionise. À quelques milliers de degrés, cela pourrait rendre les nébuleuses de notre système solaire roses avec des lignes d'émission. Notre Soleil pourrait arriver à sa fin s'il atteignait la température de 50 000 degrés Kelvin. Et si tu pouvais flotter dans l'espace et t'en approcher, tu le verrais briller dans des tons verts sinistres à cause de l'oxygène doublement ionisé. Les phénomènes à haute énergie font en sorte que davantage de galaxies entrent en collision. Cela chauffe encore plus les gaz et finit par provoquer des émissions de rayons X. Maintenant, qu'en est-il des trous noirs et des étoiles à neutrons qui rayonnent ? Quand ils s'emballent, ils peuvent façonner des galaxies entières et qui sait quoi d'autre ? Peut-être aurons-nous aussi plus de masers. Ce sont des lasers naturels produits par notre univers. Ils apparaissent lorsque de grandes populations de molécules reçoivent de grandes quantités d'énergie. À l'heure actuelle, les scientifiques ont trouvé le maser le plus puissant, mais aussi le plus éloigné, et il est si puissant qu'il est plus lumineux que la lumière que produirait 6000 soleils, et ce, dans une seule ligne d'émission. Peut-être que nous découvrirons alors des masers encore plus puissants, dans le cas où nous serions encore là. Parce qu'à mesure que l'univers se réchauffe, le rayonnement cosmique devient plus fort, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la vie sur Terre. L'augmentation du rayonnement cosmique pourrait nous nuire. Qui sait si la vie serait même possible sur Terre dans ce cas, ou si la puissante force gravitationnelle ne ferait pas s'écraser notre planète natale sur une autre. Mais peut-être que la vie telle que nous la connaissons ne disparaîtrait pas complètement. Ou si cela arrivait, elle pourrait retrouver sa place d'une manière ou d'une autre, peut-être dans un avenir lointain. Il est possible que notre univers puisse de nouveau accueillir la vie dans ses formes primitives. Cela n'a pas l'air très plausible quand on pense au chaos que le Big Bang a provoqué, n'est-ce pas ? Mais ce n'était que le début. Après que les choses se sont un peu calmées, les restes des premières étoiles ont formé des planètes telluriques. Dans notre système solaire, il s'agit de la Terre, Mars, Mercure et Vénus. Tu ne peux pas poser les pieds sur les autres car ce sont des géantes gazeuses. À l'époque, le rayonnement était assez intense, donc les planètes telluriques avaient un environnement adéquat pour se former, car il faut beaucoup d'énergie pour faire tourbillonner la poussière et les particules et cuire une planète à ce point. Cette période de temps coïncide à peu près avec celle où les premières étoiles se sont formées dans notre univers. Les anciennes étoiles étaient bien plus grosses que notre Soleil, mais elles vivaient moins longtemps. Elles ont simplement fini par exploser en supernova et elles ont laissé des métaux lourds dans l'espace qui les entourait. Ce sont les particules à partir desquelles les planètes telluriques se sont formées. À l'époque, les radiations se répandaient dans tout l'univers. Cela a changé au fil du temps. Aujourd'hui, on est proche du zéro absolu. 400 000 ans après le Big Bang, lorsque les atomes d'hydrogène se sont formés, le fond diffus cosmologique était presque aussi chaud que la surface de notre Soleil. Et environ 15 millions d'années après le Big Bang, sa température était proche de la température ambiante, soit environ 27 degrés Celsius. Ces événements se sont produits dans tout l'univers, si bien que de nombreuses planètes auraient pu abriter la vie. Si nous étions l'un de ces mondes anciens, nous n'aurions pas besoin d'une étoile pour nous tenir chaud, car le fond diffus cosmologique serait suffisant. Il est donc possible que la vie dans l'espace soit bien plus ancienne que nous le pensons. Il pourrait y avoir eu des mondes anciens avec de l'eau liquide à leur surface. Et s'il y avait eu des formes primitives d'organismes, comme sur notre planète natale il y a très longtemps, ou même des formes plus développées. Peut-être le découvrirons-nous un jour. Jupiter a 79 lunes connues et les 4 plus grandes qui sont particulièrement intéressantes sont appelées les lunes galiléennes. Elles ont été nommées d'après Galileo Galilei qui les a découvertes au XVIIe siècle. Elles ont quelque chose en commun, mais en même temps, elles sont toutes très différentes. Europe est la plus petite des lunes galiléennes avec un diamètre de 3000 km. Elle tourne autour de Jupiter tous les 3 jours et demi. Les premières images que nous avons reçues de cette lune ont été prises dans les années 1970. Sa surface est principalement constituée de glace d'eau. La surface d'Europe est creusée de longues fractures, souvent larges d'1 kilomètre, qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Elles se sont probablement formées lorsque la croûte s'est écartée sous l'effet des forces de marée dans le mystérieux océan qui se trouve sous la surface. En 2012, les scientifiques ont découvert des panaches de vapeur d'eau en éruption près de son pôle sud, s'élevant jusqu'à 200 km d'altitude. Ces panaches peuvent nous aider à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'Europe sans avoir à y atterrir.
Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un magnifique océan caché à 15 à 25 km sous la surface solide. Cet océan pourrait avoir une profondeur de 65 à 160 km. Même s'il ne fait que un quart du diamètre de la Terre, il contiendrait 2 fois plus d'eau que tous nos océans réunis. Cet océan est un environnement potentiel pour certaines formes de vie. Les scientifiques pensent que toute la croûte de glace flotte sur cet océan. Elle fait probablement une rotation complète autour d'Europe une fois tous les 12 000 ans. Sur l'image prise par le vaisseau spatial Galileo, on peut voir de petites taches marron foncé. Elles font 10 km de large et se sont formées lorsque des matériaux chauds et moins denses sont arrivés à la surface. Ils ont soit poussé la croûte, soit ils l'ont entièrement traversée. La surface d'Europe est constituée de terrains dits chaotiques. Ce sont des zones rugueuses entourées d'une surface plus lisse. Son équateur pourrait être recouvert de pointes de glace appelées pénitentes qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Nous en avons aussi sur Terre, surtout dans les zones sèches à haute altitude. Mais aucune d'entre elles n'est aussi grande que celle d'Europe. Notre Lune compte plus de 5000 grands cratères d'un diamètre de plus de 25 km. La surface d'Europe manque de cratères d'impact et ne semble pas avoir plus de 50 millions d'années. Cela signifie que la surface d'Europe change et se reforme en permanence. Cette Lune est glacée et est l'un des objets spatiaux solides les plus lisses de notre système solaire. Pour cette raison, elle est 5 fois plus brillante que notre Lune. Europe est soumise à un souffle constant de radiation provenant de Jupiter. Il est tellement fort que nous ne tiendrions même pas une journée là-bas. Europe est 5 fois plus éloignée du centre de notre système solaire que la Terre, ce qui signifie qu'elle ne reçoit presque pas de chaleur du Soleil. Elle peut donc rester gelée, puisque la température moyenne est de moins 160 degrés Celsius à l'équateur et de moins 220 degrés Celsius au pôle. Il y a environ 40 ans, la sonde spatiale Voyager 1 s'est approchée de la lune rocheuse Io et a découvert que c'est une championne volcanique de notre système solaire. Io est la 5e lune la plus proche de Jupiter. Elle a 4,5 milliards d'années, presque le même âge que Jupiter elle-même. Sa taille est similaire à celle de notre Lune et elle a même une densité et une gravité similaires. De nombreuses lunes de notre système solaire sont composées de silicates et de glace d'eau, mais Io est faite de roches de fer et de silicates. Tu pourras voir de magnifiques aurores polaires sur Io. Comme cette lune tourne autour de Jupiter, les aurores changent de luminosité en permanence, mais elles sont toujours là. Io est relativement proche de Jupiter, à près de 420 000 km au-dessus du sommet de ses nuages. Si tu pouvais te tenir sur Io et regarder Jupiter, elle apparaîtrait presque 40 fois plus grosse que notre Lune dans le ciel. Observer les étoiles là-bas serait incroyable. Io a besoin de 42,5 heures pour tourner autour de Jupiter. Notre Lune a besoin de presque un mois. À certains moments, l'effet de marée d'Io peut atteindre jusqu'à 100 mètres. C'est similaire à ce que nous avons sur Terre. La gravité de notre Lune provoque des marées océaniques. Io n'a pas d'océan, mais le sol lui-même bouge. Il monte et descend. Un peu comme un ascenseur qui monte et descend dans un immeuble de 30 étages. La gravité de Jupiter et de ses autres grosses lunes affecte Io. C'est pourquoi les marées du sol solide à sa surface sont plus de 5 fois supérieures aux plus hautes marées océaniques de notre planète. Tout cela rend Io si chaude à l'intérieur que certains de ses matériaux internes fondent, bouillonnent et tentent de s'échapper par tous les moyens possibles. Cela finit par créer un trou dans le sol qui se transforme ensuite en volcan. En termes volcaniques, Io est le corps le plus actif de notre système solaire. Elle en compte plus de 400, dont 150 sont en éruption permanente. Certains d'entre eux projettent leur panache de gaz chaud à 320 km dans l'espace. Il serait difficile de s'y promener car il s'agit essentiellement d'un monde assez intense de plaines inondées de roches liquides, d'énormes coulées de lave, de multiples lacs de lave et de montagnes géantes qui s'effondrent. Ganymède, la plus grande lune connue du système solaire, abrite aussi le plus grand océan d'eau. Elle est 26% plus grande que Mercure en termes de volume, mais elle est moins dense. Cette lune géante possède une épaisse croûte de glace d'eau de 145 km de profondeur.
il pourrait y avoir un énorme océan d'eau liquide en dessous, s'étendant sur 100 km de profondeur, ce qui est environ 10 fois plus profond que le point le plus profond des océans sur Terre. La sonde spatiale Voyager y a aussi détecté des calottes polaires faites de givre d'eau. Ganymède est composé à moitié de roches et à moitié d'eau, y compris de minuscules quantités de métaux et de glace. Son atmosphère est très fine et ne contient pas d'oxygène. Son océan ne contient très probablement pas de vie. La Terre est un excellent exemple de la façon dont certains microbes et créatures peuvent survivre en profondeur sans la lumière du Soleil. Mais l'océan de Ganymède est si profond et la pression est si forte que l'eau au fond est probablement comprimée et redevient de la glace. Certaines formes de vie dans les zones les plus profondes de notre océan survivent grâce aux évents géothermiques qui éjectent des minéraux. Comme il y a probablement une épaisse couche de glace entre l'océan et le noyau, ce n'est pas le cas sur Ganymède. Mais l'océan y est salé et comporte plusieurs couches divisées par des couches de glace. S'il y a la moindre chance d'y trouver une forme de vie, elle pourrait se trouver dans la partie où le noyau rocheux est en contact avec la couche glacée la plus interne. Sans toute cette eau et cette glace, Ganymède est la seule lune de tout le système solaire à posséder un champ magnétique. Cela est rendu possible par son noyau liquide. Ganymède fait le tour de Jupiter environ une fois tous les 7 jours. Son orbite est excentrique, c'est-à-dire qu'à certains moments, elle est plus proche de Jupiter. Ganymède, Io et Europe ont des forces gravitationnelles qui s'influencent mutuellement. Le temps que Ganymède tourne autour de Jupiter une fois, Europe effectue 2 orbites et Io en fait 4. Un tiers de la surface de Ganymède contient de grandes régions sombres, tandis que les 2 autres tiers sont plus clairs. Les zones sombres sont plus anciennes et contiennent plus de cratères. Les zones plus claires ont de longues crêtes et des rainures d'environ 700 mètres de haut et des milliers de kilomètres de long. Callisto, la 3e plus grosse lune du système solaire, avec 4800 km de diamètre, a besoin de 17 jours terrestres pour tourner autour de Jupiter. Son atmosphère est très fine, sa surface comporte de nombreux cratères d'impact, mais son ancienne croûte est essentiellement la même depuis plus de 4 milliards d'années. Lorsqu'une planète est géologiquement active, comme la Terre, certaines choses peuvent effacer la plupart des preuves des impacts passés. L'eau, les volcans, les mouvements des plaques tectoniques, l'activité humaine et le temps. Tout cela modifie la surface. Callisto n'a connu aucun de ces phénomènes. Les scientifiques pensent que cette lune était autrefois un monde océanique qui a fini par geler. Elle a été frappée par des météores de temps en temps, mais elle est globalement restée intacte. Pourtant, elle possède des cratères assez impressionnants, comme Valhalla, le plus grand cratère à anneaux multiples de notre système solaire, qui mesure 4000 km de diamètre. Les principaux cratères sur Callisto contiennent plus d'anneaux que ceux des autres corps célestes. Ce qui a frappé cette lune était suffisamment gros pour avoir perforé la fine croûte, ce qui a permis à l'eau de se répandre à la surface. Et sous cette fine croûte, il pourrait y avoir un océan salé ou de la glace molle. La sonde spatiale Galileo a détecté que le champ magnétique de Jupiter ne pouvait pas traverser cette lune, probablement à cause d'une couche d'eau d'au moins 10 km d'épaisseur. C'est pourquoi il est difficile d'explorer Callisto. Les lunes comme Europe ont des évents qui éjectent l'eau des océans souterrains. Mais pour explorer Callisto et en découvrir davantage sur son passé, il faudrait utiliser la méthode ancienne, creuser à travers la croûte. Si nous voulions explorer les parties extérieures de notre système solaire, Callisto serait un endroit idéal, car les radiations de Jupiter ne l'atteignent pas. Nous y serions donc plus en sécurité que sur certaines autres lunes intérieures. Extrêmement chaud et follement rapide. Eh oui, c'est tout moi. Mais attends, tu voulais parler de l'espace ? Bon, d'abord, on a découvert 51 PEG-V, une exoplanète qui tourne autour d'une étoile semblable à la nôtre. Une exoplanète est une planète en dehors de notre système solaire qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Cette planète est complètement différente de tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. Elle a presque le même diamètre que Jupiter, mais la moitié de la masse de cette géante gazeuse. Il ne faut que 4 jours à cette exoplanète pour tourner autour de son étoile, ce qui nous a paru incroyable. C'était définitivement trop rapide pour quelque chose d'aussi massif. Et puis les scientifiques ont commencé à découvrir ce qu'ils ont nommé des Jupiters chauds partout dans l'espace. De nombreuses géantes gazeuses brûlantes se trouvaient à seulement quelques millions de kilomètres de leur étoile. Parfois, 2 ou 3 corps spatiaux orbitaient de très près autour de leur étoile, et beaucoup étaient plusieurs fois plus gros que la Terre.
Les systèmes solaires où ils ont trouvé ces Jupiters chauds ne ressemblent pas aux nôtres. Nous avons un système bien ordonné, avec des petites planètes rocheuses à l'intérieur et de grosses géantes gazeuses à l'extérieur. Et presque toutes orbitent paisiblement autour du Soleil, en suivant leur propre trajectoire. Tout est donc en ordre. Lorsqu'une étoile se trouve dans la première phase de sa formation, elle crée un disque de gaz, de débris et de poussière autour d'elle. On appelle ça un disque d'accrétion. Ces gaz sont lentement attirés vers l'étoile en raison de ses forces gravitationnelles, et cela conduit à une sorte de tourbillon stellaire. Les parties extérieures du disque sont plus denses en gaz que le centre. Avec le temps, l'effet tourbillon devient encore plus puissant. La même chose se produit avec les Jupiters chauds, ce qui fait que ces géantes gazeuses se mettent à orbiter beaucoup plus vite que normalement. Cela les entraîne aussi vers leur étoile en une spirale de plus en plus étroite. Heureusement, notre Jupiter n'est pas devenu un Jupiter chaud. Notre géante gazeuse a commencé sa vie sous la forme d'un astéroïde glacé de la taille de la Terre, ce qui est différent de la façon dont les Jupiters chauds se forment habituellement. À l'époque de sa prime enfance, Jupiter était environ 4 fois plus éloigné du Soleil qu'aujourd'hui, quelque part entre Uranus et Neptune. Environ 2 à 3 millions d'années après sa formation dans le disque d'accrétion de notre Soleil, Jupiter a entamé une phase de 700 millions d'années que les astronomes appellent le Grand Tac. Le tac, ou virement de bord, est la manœuvre qu'effectue un bateau lorsqu'il se dirige vers une bouée et qu'il la contourne en glissant. Ensuite, il accélère et se dirige vers l'endroit d'où il vient. C'est donc ce que Jupiter a commencé à faire. Et dans ses migrations orbitales de plus en plus serrées, la gravité de cette planète aurait pu déplacer de nombreux astéroïdes et autres corps spatiaux, déformer les orbites des grandes planètes et provoquer des collisions et le chaos. Le grand tac de Jupiter aurait détruit de nombreux corps spatiaux. C'est un scénario qui aurait pu arriver, mais heureusement, Jupiter a changé de cap et est devenue la géante gazeuse pacifique que l'on connaît. Neptune, Uranus et Saturne se sont elles aussi lancées dans ce processus chaotique. Saturne est même devenue si grosse que sa gravité a commencé à éloigner Jupiter de son orbite. Mais après un certain temps, les orbites de ces géantes gazeuses se sont stabilisées. Ensuite, elles ont réussi à évacuer les gaz qui subsistaient entre elles. Et comme ces gaz servaient en quelque sorte de carburant pour la migration des planètes, Jupiter et Saturne ont finalement pu s'installer sur les orbites stables que nous leur connaissons aujourd'hui. De temps en temps, Jupiter peut encore envoyer 1 ou 2 astéroïdes glacés sur les planètes intérieures. Lorsque notre planète était plus jeune, cela a même pu être l'un des processus ayant participé à la formation des océans. Mais Jupiter est beaucoup plus calme aujourd'hui. Les forces gravitationnelles de Saturne ont modéré la situation et la maintiennent sous contrôle. Maintenant, Jupiter est notre protectrice. Sa masse est 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. C'est une sorte de bouclier gravitationnel qui orbite autour de la partie intérieure du système solaire. Jupiter détourne les débris et les astéroïdes loin des planètes intérieures, Mercure, Vénus, Terre et Mars, assurant notre sécurité à tous. Grâce à cela, la Terre a toujours été protégée. Notre planète a donc eu suffisamment de temps pour évoluer vers des formes de vie complexes, et elle n'a pas été détruite par des astéroïdes, des Jupiters chauds ou d'autres corps spatiaux. Jupiter n'est pas la seule planète qui aurait pu entrer en collision avec la Terre. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait avoir été impliqué dans un accident avec notre planète. Mercure est la planète la plus intérieure de notre système solaire. C'est la plus proche du Soleil et la plus petite planète existante. Et elle continue à devenir de plus en plus petite. Aujourd'hui, son diamètre est inférieur d'environ 14 km par rapport à sa taille d'il y a 4 milliards d'années. Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que le noyau de cette planète est composé de fer, et ce fer se refroidirait et deviendrait solide, ce qui réduirait lentement la taille de la planète. Mercure est la planète qui compte le plus grand nombre de cratères dans notre système solaire. Son atmosphère est très peu dense, elle ne peut donc rien faire pour protéger la planète contre les météores. Le plus grand cratère à la surface de Mercure fait au moins 1550 km de diamètre. Cela correspond à l'Europe occidentale, de l'Allemagne jusqu'au Portugal. L'objet qui a formé un tel cratère devait faire au moins 100 km de long. Avec tous ces cratères, Mercure ressemble à notre Lune. Cette planète tourne autour du Soleil plus rapidement que les autres, donc une année sur Mercure dure environ 88 jours terrestres. Cela signifie qu'on y fête son anniversaire tous les 3 mois environ. En même temps, la planète tourne si lentement sur elle-même qu'une journée sur Mercure dure presque 59 jours terrestres. Il faut attendre longtemps avant de pouvoir aller se coucher. Il y a un morceau de Mercure sur notre planète.
En 2012, une météorite verte a été trouvée dans un marché du Maroc. Les scientifiques ont étudié sa composition et ont conclu qu'elle pouvait provenir de Mercure. Mercure n'a pas de lune, à cause de sa petite taille et de sa faible gravité. De plus, la planète est trop proche du Soleil. Au fait, la seule autre planète sans lune de notre système solaire est Vénus. Mercure a une croûte très fine, comme une bonne pizza. Selon l'une des théories concernant la formation de cette planète, il y aurait eu une collision majeure au cours de laquelle elle aurait perdu la majeure partie de sa croûte. Cela pourrait aussi avoir déplacé Mercure hors de sa zone d'origine. Ce ne serait pas inhabituel. Les géantes gazeuses de notre système solaire ne se sont pas non plus formées à l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui. Mercure a aussi une orbite excentrique, ce qui signifie qu'elle pourrait avoir été éjectée de son ancienne orbite et déplacée sur une nouvelle. Les scientifiques pensent aussi que Mercure a pu entrer en collision avec la Terre dès débuts. Selon une théorie, c'est ainsi que la Lune se serait formée, à partir de toute la matière qui se serait envolée lors de l'énorme collision. Il pourrait même y avoir eu des morceaux de la croûte de Mercure dans le mélange. Les exoplanètes Kepler 107b et Kepler 107c orbitent autour d'une étoile similaire à notre Soleil dans le système Kepler 107. Cette étoile se trouve à environ 1700 années-lumière de nous. Ces planètes ont des tailles presque identiques, toutes deux ayant un rayon faisant 1,5 fois celui de la Terre. Mais l'une d'entre elles, Kepler 107c, est presque 3 fois plus dense que l'autre. C'est parce que leurs compositions sont différentes. Certains scientifiques pensent que Kepler 107b est moins dense car elle serait un jour entrée en collision avec une autre planète inconnue. Ce choc puissant aurait emporté une partie de sa surface et laissé derrière lui un noyau très dense et riche en fer. Une énorme comète a frappé Neptune il y a environ 200 ans. Mais comme Neptune n'est pas une planète rocheuse avec une atmosphère ténue comme Mars ou Mercure, il est plus difficile de trouver des preuves de cet impact. Mais une comète appelée Shoemaker-Levy 9 a éclaté en 1994 et s'est écrasée sur Jupiter. Les astronomes ont réussi à enregistrer cet événement. Cela les a aidés à en savoir plus sur les éléments et les molécules que les diverses collisions ont laissés dans l'atmosphère de Jupiter au cours du temps. Ces informations ont permis aux scientifiques de comprendre que la quantité de monoxyde de carbone présente dans les couches supérieures de l'atmosphère de Neptune est plus élevée que dans ses couches inférieures. Cela signifie qu'une grosse comète a probablement frappé la planète dans le passé, étant donné que les comètes contiennent du monoxyde de carbone dans leur queue glacée. Quelque chose d'énorme a également percuté Uranus, changeant cette planète à jamais. Un objet spatial 2 fois plus grand que la Terre a heurté la géante de glace. Cela lui a donné l'inclinaison qu'on lui connaît. On dirait qu'elle tourne couchée sur le côté. Uranus est extrêmement froide, bien plus froide que ce qu'elle est censée être. Cela pourrait signifier que l'objet qui l'a percuté était une jeune protoplanète composée de glace et de roches. De plus, certains des débris de cette collision ont peut-être créé une fine enveloppe autour d'Uranus. Cette enveloppe retient encore la chaleur qui provient du noyau. D'étranges impulsions d'énergie bombardent toute notre galaxie et elles proviennent de l'autre côté de l'univers. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont observé des éclairs de lumière bizarres se dirigeant vers notre planète. Ce phénomène s'appelle sursaut radio rapide ou FRB. Ces signaux traversent quelques milliards d'années-lumière de poussière et de gaz. C'est un chemin plutôt long. Jusqu'à présent, personne n'a découvert ce qui est à l'origine de ces sursauts. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment.
Il pourrait être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien il pourrait être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers ? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces trois formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle, ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours, ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide ? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de trois façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne.
Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine, Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile.